Conseil Immo Pro, votre rendez-vous immobilier belge par des pros pour des pros. Agent immobilier est un métier qui attire. Début d'année, l'organisme IPI nous informait que le cap des 11 000 agents immobiliers est passé. Si vous nous écoutez, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes intéressé par la profession. Alors par où commencer et quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous? Pour en parler, j'ai à mes côtés Jonas, directeur d'agence en Wallonie, et Xavier, directeur d'agence à Bruxelles. Bonjour à tous les deux. Hello. Hello, salut. Alors avant de se lancer, je vous propose de vous présenter quand même rapidement et votre parcours. Donc Xavier, directeur de Winvest Bruxelles Sud et depuis cette année également prof à l'H2B pour les Bac 3 en immobilier justement. Et au niveau de mon parcours, j'ai fait des études de marketing, j'ai travaillé dans de la vente d'épargne pension par téléphone, dans les voitures et puis dans l'immobilier. Waouh, quel Très parcours. diversifié. Jonas? Alors moi de mon côté, j'ai fait un bachelier en immobilier pendant 3 années, puis après je me suis tout de suite lancé dans l'immobilier, donc j'ai travaillé dans une agence et puis je me suis développé pour être aujourd'hui directeur d'agence en association avec 2 autres directeurs pour Oui, Namur et Anu, et ça fait 10 ans que je suis agent immobilier. Ok. Voilà. Plongeons dans le vif du sujet et avant de vraiment passer en revue les étapes pour devenir agent immobilier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la profession en elle-même. On le voit, le nombre d'agents immobiliers du coup augmente d'année en année. Toi, Xavier, qui est en contact directement avec des étudiants qui s'intéressent à l'immobilier, est-ce que tu ressens cet engouement ? C'est un engouement qui, globalement, existe maintenant depuis pas mal d'années. Je pense que le métier d'agent immobilier a énormément changé dans la tête des acteurs, dans un premier temps, dans le sens où on avait peut-être tous une vision de juste un ouvreur de porte et ça s'arrête là. Et je pense qu'au fil du temps, de mise en avant de la profession, que ce soit par la télévision, par justement des podcasts ou par l'explosion de la bulle Internet, on s'est rendu compte aussi de toute la richesse du métier et ça a attiré effectivement de plus en plus de monde dans ce métier directement. Toi, Jonas, tu es potentiellement en contact avec des stagiaires qui cherchent à rejoindre une agence pour un stage. Quand tu les rencontres, qu'est-ce qui les motive finalement à faire la profession ? Alors, j'adore ta question parce que c'est vrai que leur première idée, c'est un petit peu comme tout ce qu'ils voient à la télé. Tu vois, les belles émissions, ils se disent « ouais, c'est génial, c'est des belles maisons ». Ils ont une certaine image et quand ils viennent en stage, ben, je me rends compte qu'ils n'ont pas toujours une idée précise de la vraie réalité du terrain et du métier. Et donc, je me rends très vite compte qu'entre quand ils arrivent et quand ils ressortent, ils se disent « ah ouais, il y a quand même tout ça à faire ». Et donc, ils déchantent un petit peu ou c'est juste alors, une prise de conscience ? il y en a certains oui, d'autres non. D'autres accrochent vraiment et se disent ouais, c'est génial, c'est exactement ce que j'aime faire. D'autres qui disent ouais, je me rendais quand même compte que ce n'était pas tout à fait ça et qu'il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Donc c'est une vraie réalité au jour d'aujourd'hui. Ouais. C'est une réalité, d'autant plus que pour la plupart des gens, on passe notre temps en visite. Et quand on discute, que ce soit avec des propriétaires, des amis qui nous parlent un petit peu du métier, et qu'on leur dit finalement les visites, c'est 10% maximum de notre métier, ils tombent un petit peu des nues, ils se disent mais c'est quoi les 90% restants? Et donc c'est là où c'est intéressant aussi de leur expliquer, de leur montrer tout ce qu'on fait derrière. Est-ce que tu as un profil type, des caractéristiques de personnalité où tu te dis ça, ce sont des personnes faites pour être agent immobilier ? Alors, peut-être pas caractéristique en tant que telle, mais il y a un point que moi personnellement j'adore, c'est la curiosité. Quelqu'un qui est curieux va ruer dans les brancards, il va essayer de s'intéresser aux choses. Il y a énormément de choses dans le métier d'agent immobilier. On touche à du commercial, à du droit avec les successions, à de la construction de bâtiments, à de la psychologie parce qu'on est parfois confronté avec des familles dans certains soucis, que ce soit des décès, des mésententes, des dettes, peu importe quoi. Donc on a vraiment un métier qui regroupe une richesse extraordinaire de différentes facettes. Et si on n'a pas quelqu'un de curieux derrière, alors soit se dire que chaque fois on va devoir aller nous-mêmes donner pour que ça avance, soit à un moment la personne elle va juste pas comprendre tout ce qu'il faut faire derrière et ce ne sera jamais un bon agent. Finalement, on a beaucoup d'agents immobiliers qui se lancent parce qu'ils sont peut-être passionnés d'immobilier, mais il faut être un peu passionné d'humain quand je t'entends. Oui, clairement. Tout à fait. Clairement, il y a le contact avec les gens. On ne se rend pas compte comme chaque personne est différente, chaque histoire, chaque vente est différente. Donc le côté humain, c'est clair que si on n'aime pas, bah, ça ne passera pas. Il faut être hyper rigoureux dans ce qu'on fait parce qu'il y a très souvent une exigence qui est attendue de la part des clients. Et alors, il y a un truc qu'on oublie souvent ou que les jeunes d'aujourd'hui oublient, c'est le stress. Il faut être capable de pouvoir gérer le stress quand tu as des dossiers à gérer, des clients qui t'appellent, un timing à respecter. Bah, c'est pas toujours aussi simple. Et j'ai déjà eu des stagiaires qui clairement m'ont dit « écoute, moi, ça c'est trop stressant pour moi, je préfère arrêter là ». Et au moins, il le découvre et il le sait.
Ouais, c'est vrai. Mais ça joue On a eu beaucoup les mêmes aussi. stagiaires. Oui, on se les partage. Ouais, En fait. non, mais c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai une des premières personnes qui est venue travailler avec moi. Alors, a commencé en tant qu'employé, le temps de voir un petit peu est-ce que j'aime le métier, pas le métier, etc., etc. Puis s'est mis en tant qu'indépendant. Et c'est un petit peu tout pris quelque part en même temps. La réalité du métier d'une part, la réalité d'être indépendant d'autre part. Et un jour, dans une vraie discussion, elle m'a dit, mais quand je vois comment toi, tu es passionné par ton métier, j'aurais jamais cette passion-là. Je ne l'ai pas développée en un an à tes côtés, je l'aurai jamais. En fait, je me rends compte que j'ai envie qu'à 16h, 16h30, 18h, en fonction du métier, ce soit terminé. Et là, je me rends compte que c'est un métier où c'est H24, c'est pas pour moi, je tire la prise. Donc c'est vrai, c'est exactement J'adore ce que ça. tu dis parce que c'est vraiment ça, il faut être passionné. Ouais. On calcule pas nos heures, tu vois. La personne qui se dit je fais un 8-16, bah, c'est peut-être pas tout à fait ça en fait. Ça va être compliqué. J'ai pas la sensation, et je pense que si je pose la question à n'importe quel agent qui est à fond dedans, j'ai pas la sensation de travailler tous les jours. Alors ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment ça. Ouais. Ok. Bon, alors ça fait peut-être du coup rêver pour certains qui vous entendent, mais il faut savoir que la profession d'agent immobilier, elle est protégée et il faut être agréé IPI. Finalement, quels sont les prérequis pour pouvoir introduire sa demande pour devenir IPI? Alors, il faut constituer un certain dossier parce que l'IPI, alors ça c'est génial parce que ça permet de sécuriser beaucoup plus le métier par rapport à avant où quiconque voulait vendre un bien immobilier pouvait le faire. Alors, on peut toujours le faire, mais on ne peut pas se prétendre agent immobilier. Ouais. Donc, si on veut pouvoir être officialisé comme un vrai agent immobilier agréé, comme on appelle ça, bah, il faut constituer un certain dossier. Et déjà, dès l'entrée de la constitution du dossier, bah, il faut être dans une caisse d'assurance sociale, il faut te lancer en tant qu'indépendant, il faut remettre un extrait de ton casier Certificat de vierge. commerce. Ouais, voilà. Enfin, il y a toute une série de choses et de démarches que tu vas devoir remplir, soumettre à l'IPI, et alors eux vont valider ton dossier. Et à partir de ce moment-là, c'est un parcours quand même, je veux dire, du combattant qui commence parce qu'il y a différentes étapes avant de vraiment arriver à la phase finale où tu te dis je suis un agent immobilier agréé IPI. Et en termes de formation, du coup, on peut introduire sa demande envers l'IPI sans avoir aucune formation préalable? Alors, il y a Non. plusieurs types de formations Ouais. à avoir. Soit tu as fait des études d'agent immobilier, que ce soit à l'IFE-PME, l'EFP, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Tu as toute une série de bacs, que ce soit des bacs IMO comme là où je donne cours, mais également des bacheliers en marketing, en gestion et autres, qui peuvent, ce qu'on dit, avoir accès à la profession, c'est directement avoir le statut de stagiaire. Et alors, tu as aussi des études plus supérieures, hein, que ce soit au niveau de master. Les architectes ont aussi certaines facilités à avoir un accès à la profession parce qu'il y a des similitudes en fonction des connaissances à avoir. Donc il y a quand même tout un panel assez complet avec parfois ces incohérences aussi. Donc la plupart des bacs sont reconnus pour faire de l'immobilier. J'ai souvenir d'une personne qui avait un bac en histoire de l'art qui avait été accepté au niveau de l'IPI. Ben oui. On avait un petit peu tiqué parce que voilà, il y avait quand même à nos yeux beaucoup de différences, même si, alors, si c'est l'histoire architecturale, on pourrait dire ok. Si c'est juste de l'histoire de l'art et des peintures ou de la sculpture, c'est quand même un peu plus particulier pour devenir agent immobilier. Mais ça. voilà. Oui, au final, ça se creuse quand même fort l'écart entre quelqu'un qui a fait une formation d'agent immobilier et qui s'introduit à l'IPI et quelqu'un qui finalement a un bachelier qui n'a rien à voir. Après, quelqu'un qui même n'a pas forcément déjà de base un diplôme en immobilier, comme il l'a dit tout à l'heure, s'il est curieux, s'il a envie et qu'il montre et qu'il y a une certaine motivation, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, clairement. Et tous les deux, vous avez suivi quel chemin? Moi, j'ai fait du marketing à Bruxelles. Donc bachelier, Bachelier, bac pas marketing. IMO, Ouais, non, et puis exactement, après tout IPI. à fait. Et moi, le bachelier en immobilier à la Haute École Charlemagne à Liège. Soit tu as un diplôme et avec ton diplôme, qu'il soit en immobilier ou pas, tu peux donc t'inscrire en tant que stagiaire IPI. Et si tu ne l'as pas, bah alors il faut faire aussi suivre une certaine scolarité, si je peux dire ça comme ça, qu'on appelle l'IFA-PME, cours du jour, cours du soir. Et on me demande souvent, tiens, qu'est-ce que toi tu conseilles entre les deux? Et moi je dis toujours, bah, ça dépend un peu de toi et de ta personnalité. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait le bachelier, donc c'est 3 années d'école, mais beaucoup d'études et de cours, mais pas beaucoup de pratique. Or, l'IFA-PME, l'avantage, et l'inverse, c'est que tu as beaucoup plus de pratique par rapport... Alors oui, tu as aussi des choses à suivre et l'école, mais c'est moins poussé qu'un bachelier. Et
à refaire, moi je referais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'avoir cette structure un peu scolaire pour pouvoir apprendre et puis après apprendre sur le terrain. Mais après, il y a d'autres profils qui, eux, ont besoin d'apprendre sur le terrain pour pouvoir après coller ça à une structure peut-être plus théorique. Donc je dirais que pour apprendre plus facilement, c'est peut-être mieux l'IFA PME parce que tu es direct dans le vif du sujet. Par contre, moi, je voulais avoir plus le cadre plutôt traditionnel et classique, et donc j'étais parti sur le bachelier. Mais du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un peu moins ces connaissances du terrain. Donc, ça dépend un peu de chacun, de son vécu, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Et toi qui as eu du coup, un background qui n'est pas immobilier de base, est-ce que tu as senti à tes débuts peut-être des lacunes, une différence par rapport à ceux qui, comme Jonas, auraient suivi un bachelier IMO? J'étais très curieux et donc j'ai passé beaucoup de temps à probablement peut-être à pallier à ce genre de choses. Je sais qu'à mes débuts, j'ai lu énormément de compromis pour comprendre les tenants et aboutissants du droit par rapport à ça. J'ai lu beaucoup d'actes également. Je posais des questions parfois au notaire lors de signatures ou autres. J'ai suivi des experts PEB pour comprendre comment fonctionnait une chaudière, qu'est-ce qui était plus pratique dans un bâtiment, pourquoi, comment, etc., etc. J'ai été vraiment faire ma formation sur le terrain en tant que tel. Et encore aujourd'hui, j'adore discuter avec des architectes et autres, parler de techniques de bâtiment, de construction, parce que je me dis que c'est sans fin en termes d'apprentissage et qu'on n'est pas non plus, alors, on est dans le métier de la vente de produits immobiliers, mais on n'est pas dans de la construction. Donc c'est intéressant de continuer à parler avec des architectes, avec des certificateurs pour comprendre les évolutions au niveau des normes d'isolation, au niveau des chaudières, de tout au fait, littéralement de tout. Donc ça c'est vraiment génial à ce niveau-là. Mais oui, je pense que moi ça correspondait par rapport à mon profil. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont besoin, peut-être, comme tu le dis très bien, hein, de ce cas, cette vision de se dire je fais mes études pour arriver à tel métier. Moi, j'étais plutôt, je voulais des études qui me permettaient d'avoir une certaine ouverture et après de me recentrer sur un métier. Donc, c'est deux visions très différentes, mais objectivement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et finalement, quel que soit le parcours, pour devenir agent immobilier agréé IPI, il faut passer par l'IPI. Il n'y a C'est pas ça. il y a pas Il y a un d'autre moment où choix. on est à la même On n'a porte, pas hein. le On choix. doit ouvrir Ouais. la même chose, se mettre indépendant, faire un stage avec un maître de C'est stage, ça. faire des cours en ligne, C'est faire un ça. examen oral. Voilà, c'est exactement le même parcours pour Ouais, tout le ouais. monde à partir d'un À certain partir niveau. de cette porte, Ouais, vous avez exactement le même parcours. exact. C'est ça. Finalement, est-ce que c'est possible d'exercer une profession similaire à celle d'agent immobilier sans être agréé IPI, comme en France, on a les mandataires, par exemple? En Belgique, c'est possible? C'est possible si tu le fais dans ton cadre strictement privé. Voilà. À partir du moment où tu interviens pour le compte d'un tiers, non. C'est ça. Et justement, quelles sont les étapes de l'étudiant qui va donc, voilà, moi je décide d'introduire ma demande auprès de l'IPI, j'ai le background qu'il me faut en termes de formation. À travers quoi est-ce que je vais passer? Alors, si je peux. Vas-y, vas-y. Donc, tu constitues ton dossier avec tous les documents obligatoires, comme on a cité tout à l'heure. Si tu as accepté, alors, tu as normalement, tu t'es engagé avec un maître de stage, donc quelqu'un qui est d'accord de t'accompagner durant toute la durée de ton stage. Ce maître de stage a 5 ans minimum d'immobilier à son actif, Ouais. en tant qu'agent agréé. Agrippy, ouais. Ensuite, tu vas passer un espèce de test à Bruxelles au sein du siège de l'IPI, mais qui est plutôt un test pour voir où tu en es, parce qu'il va brasser assez large dans tout le domaine de l'immobilier. Donc, il y a un certain pourcentage qui est donné à la fin du test, mais c'est plutôt à titre informatif pour le maître de stage, pour qu'il ait l'information. Ben voilà, je vois que mon jeune stagiaire, il est déjà quand même fort éloigné. Enfin, il a déjà beaucoup de connaissances, ou non, il doit encore tout apprendre depuis le début. Ça, c'est une nouveauté. Moi, je ne l'ai pas eu à l'époque. C'est vrai? Ah, Ouais, ben moi, je voilà. n'ai pas eu le test de compétences. Ça fait partie, je pense, des choses, parce que l'IPI suit quand même un petit peu les tendances. Et comme je le disais, vu que on peut avoir quelqu'un qui va faire agent immobilier avec plus ou moins n'importe quel bac, ça permet au maître de stage de se rendre compte concrètement aussi C'est ça. de ce qu'il en est. Il a été vraiment fait pour que le maître de stage puisse comprendre où est-ce qu'il doit accompagner le plus possible C'est ça. son stagiaire. C'est très intéressant parce que moi, là, actuellement, j'ai 2 stagiaires et je suis en train de remplir les documents pour avoir peut-être un troisième. Et tu reçois le rapport et tu vois dans quel domaine il est positif ou plutôt négatif, comme tu dis, ou qui serait à travailler. Donc ça, c'est plutôt à titre informatif. Ensuite, il doit prester minimum 200 jours de stage officiel
au sein de la structure. Alors, ils ont maintenant l'obligation, parce que moi, je n'ai pas connu ça non plus, et toi non plus, j'imagine, une plateforme sur laquelle ils doivent encoder plein de choses, toutes les heures prestées, les activités qu'ils exercent, qu'avant, on devait juste remettre un gros dossier avec tous les documents. Ici, c'est beaucoup plus... Ouais, maintenant, c'est beaucoup plus poussé, donc ils doivent vraiment remplir toute une série de choses. Ils doivent annexer des choses, des documents dans lesquels ils ont été présents, ou en tout cas... prouver qu'ils ont exercé le métier. Des e-learning, tu en avais parlé, des formations en ligne qui sont obligatoires, qui doivent suivre. Quand tout ça est bouclé et validé par l'IPI, alors ils ont le droit de pouvoir passer le test écrit, le test d'aptitude écrit. Ils doivent avoir minimum 60% de réussite dans ce test-là. Et si tu réussis, que tu as minimum 60%, alors tu es validé pour le test oral, qui est l'examen qui fait peur à tout le monde. Mais en soi, ça va. Et là, alors, de nouveau, tu dois avoir 60% pour ce test-là. Et après ça, tu es validé en tant qu'agent immobilier agréé IPI. Ton agrégation IPI, en fait, tu l'as déjà depuis le début de ton stage, mais tu as le statut de stagiaire IPI avec ton numéro. Mais tu as ton numéro qui restera par qui la suite reste, alors. c'est celui qui te suit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, carrément. Ouais. Jusqu'à la fin de ton métier. Voilà. Ouais. Et ces tests, justement, est-ce qu'ils sont communs? Xavier, tu es à Bruxelles, toi, Jonas, tu es en Wallonie. On le sait, les réglementations entre régions, et même la Flandre n'est pas représentée ici, mais les réglementations sont assez différentes. Ces tests sont communs pour tous les agents immobiliers de Belgique? Tu dois pouvoir répondre aux questions aussi bien à Bruxelles, en Wallonie, Flandre aussi, mais ils posent un peu moins de questions, hein. En tout cas, chez moi, c'était le cas. Mais tout ce qui est Bruxelles, Wallonie, même si tu ne travailles que sur la Wallonie ou que sur Bruxelles, oui, tu dois quand même pouvoir y répondre. Ce qui me semble tout à fait logique, parce que logique, hein. on est tout à fait amené à peut-être vendre un jour un bien dans une autre région. Alors, moins chez Winvest parce que c'est différent, mais n'importe quel agent immobilier lambda pourrait le faire. Donc, c'est un peu comme les médecins. Ouais. Tu vois, ils font un cursus pour être... avant qu'ils passent en spécialisation, ils ont un cursus global juste pour pouvoir donner des indications. Et il est clair que même si tu es en Wallonie, pas pour ça que tu n'es pas parfois proche de la frontière avec soit de Bruxelles, soit avec la Flandre. Et tu dois connaître un minimum les différences, un minimum suivre ce qui se passe. On en revient sur la fameuse curiosité pour pouvoir répondre, même si tu n'as pas toutes les informations à 100%, de pouvoir dire, tiens, j'ai lu un truc, ce serait intéressant d'aller creuser dans tel domaine parce qu'il y a une vraie différence entre Bruxelles et le Brabant flamand là-dessus, quoi. Un simple exemple, je travaille sur Anu, majoritairement. À 5 km, tu es en Flandre. Et évidemment que je dois au minimum connaître la législation. Alors, peut-être pas aussi poussé que sur mon secteur numéro 1, je vais dire ça comme ça, mais quand même, c'est comme tu dis, se rendre curieux et analyser ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est sûr. J'avance un petit peu, donc maintenant on est au stage. Finalement, quel est le statut du stagiaire? Comment est-ce qu'il est rémunéré? Est-ce qu'il est à la commission? Est-ce qu'il est salarié? Non, il est indépendant. Pour avoir un numéro d'agrégation EPI, tu dois être indépendant, c'est une obligation, tu n'as pas le choix. Et tu as un barème minimum de stagiaires qui est imposé par l'EPI. Après, c'est à chaque agence de voir, en tout cas à chaque maître de stage, de regarder sa propre vision, on va le dire de cette façon-là, pour voir comment est-ce qu'il nourrit quelque part ses stagiaires. Et là, malheureusement, j'en ai déjà entendu qui en profitent et qui les usent jusqu'à la corde, et d'autres qui ont une vision beaucoup plus long terme et qui disent, non, en fait, si le stagiaire est bon, l'idée c'est de faire un bout de chemin ensemble, on va le rémunérer de façon tout à fait correcte, il faut que la personne puisse manger, puisse vivre, et pas avec une épée Damoclès financière au-dessus de la tête, quoi. Et c'est pour ça aussi que l'IPI a imposé un certain minimum requis pour que le stagiaire puisse être certain d'avoir quand même un salaire minimum, quoi. Ok. Et comment est-ce que vous conseilleriez, vous avez été vous-même stagiaire, un stagiaire pour trouver de la bonne agence, celle qui finalement lui correspond le mieux? Tu le dis, il y a des agences qui saignent un peu les stagiaires. Comment est-ce qu'on trouve une agence qui nous correspond? C'est très facile, il faut choisir une agence bleue et avec un nœud papillon. Allez, moi je ne peux que valider. Tu en connais, toi? Je vois pas de quoi tu parles. Pousser les portes des agences, discuter avec les directeurs, voir quelle est la vision qu'ils ont derrière, leur mentalité. C'est de nouveau, on fait un métier, oui, il y a de la vente, c'est du commercial, il y a de la brique, etc., mais ça reste un métier d'humain. Si tu es radicalement différent en termes d'idées, de vision que ton directeur d'agence, ça va coincer.
Et ça reste, comme on l'a dit tout à l'heure, un métier ultra prenant où tu es H24, en tout cas dans ton métier. Donc, tu as souvent des relations avec ton maître de stage. Il faut que tu sois aligné parce que sinon, tu vas péter un plomb. Donc, Oui, je crois que ça doit vraiment matcher, parce que souvent, il y a une rencontre qui se fait. Comme tu l'as dit, il y a la vision de l'agence normalement qui est expliquée. Et moi, si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de trouver une agence où on peut être certain qu'il va y avoir un accompagnement. Et pas, oui, tu es stagiaire et tu es juste là pour répondre au téléphone. Je caricature, mais je l'ai déjà entendu plein de fois. Après, je sais que c'est compliqué pour quelqu'un de peut-être jeune ou qui débute ou de voir et de se dire, ouais, ça c'est sûr que ça va être bon. Mais rien que, comme tu l'as dit, un premier échange avec le directeur ou le maître de stage ou peu importe, si déjà il y a un feeling et que la vision colle, ça me semble déjà le minimum, quoi, pour te dire, ouais, ça me semble positif. En fait, qu'est-ce que le stagiaire peut faire légalement pendant son stage? à partir du moment où il est stagiaire, Ouais, il peut tout faire. tout faire comme un agent immobilier. Donc, qu'est-ce qui le différencie d'un agent? Avec le contrôle d'un maître de stage, bien entendu. Mais globalement, à partir du moment où il est indépendant, il a le droit d'aller faire des visites, il a le droit d'avancer sur le terrain, etc., etc. Donc, il y a ça, tu l'accompagnes, bien entendu, parce que tu ne vas pas le lâcher avec des pouvoirs de signature et de décision, surtout sur certains dossiers touchy, mais c'est vraiment un lancement dans la vie active. Surtout qu'on a dit qu'il a son numéro IP dès le début, Ouais. donc il y a une certaine responsabilité dès le début aussi. Même si, évidemment, le but du jeu, c'est pas d'être lâché comme ça dans la nature, mais d'être accompagné, évidemment. Parce que dans le rapport de stage, ou dans en tout cas la plateforme qu'ils doivent compléter, l'IPI fait aussi attention de voir que le stagiaire a rempli au moins un contrat, a fait un bail, peu importe quoi. Donc il y a effectivement, c'est même conseillé sur certains dossiers, bien sûr. Je continue à avancer dans le processus. On est maintenant au test d'aptitude que tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que, donc tu parlais d'un écrit, tu parlais d'un oral, est-ce que l'appréciation du maître de stage entre en compte à un moment? Dans ce test, Oui, ou à un autre moment? non, c'est vraiment, alors si c'est le test écrit, c'est devant un ordinateur et question choix multiples et tu réponds. Si c'est le test oral, tu es devant plusieurs personnes, des membres de l'IPI, et là, c'est comme un examen oral à l'école, quoi. Et ton Clairement. maître de stage n'est pas présent au test oral. Il n'est pas présent, non. Et donc, à quel moment, finalement, tes compétences durant le stage sont utilisées ou en tout cas valorisées dans le processus? Tout au long de ton stage. Ouais. Si le stagiaire fait n'importe quoi, qui connaît rien, qui veut pas se remettre en question, qui travaille pas, qui l'écoute pas, il n'y a aucun maître de stage qui va le garder. On a autre chose à faire en tant que maître de stage. On a aussi notre boulot à faire tourner ou notre agence quand on est responsable d'une agence. Donc oui, à un moment donné ou à un autre, le stagiaire qui arrive au test d'aptitude, c'est que globalement, il a déjà montré patte blanche sur tout le reste. Ok. Un stage terminé est un stage réussi finalement. C'est ce qu'on souhaite. Mais c'est tout à fait possible parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus devant, quand tu es devant le jury, tu peux vite avoir un moment de stress ou tu dois piocher une question, donc il suffit que ce soit une question où tu n'es pas à l'aise. Pas de chance de l'examen. La pas de chance de l'examen, voilà. Moi, j'ai une question sur de la location et j'avais jamais fait de location. Ah voilà. Donc, tu vois, donc, une question, ça... Après, voilà, c'est clair que la personne qui va s'inscrire ou en tout cas faire les démarches et aller jusque-là, c'est que lui-même se sent un minimum capable. Je donne mon exemple. Tu as, je crois que c'est 2 ou 3 ans pour passer les tests. Je crois que c'est 3 ans au total. Tu en as qui, une fois que le stage est fini, paf, ils le passent directement. Enfin, ils passent tous les examens. Moi, j'avais été vraiment jusqu'au bout des 3 années. Parce que tout simplement, je m'étais dit, comme j'avais fait un bachelier et pas beaucoup de terrain, j'ai besoin de plus de terrain. Et j'ai bien fait. Pourquoi? Parce que ma question, c'était un cas pratique. C'était pas du tout ce qui était dans les cours, mais c'était un cas pratique que j'avais déjà eu dans un dossier. Et donc, je m'étais dit, waouh, mais génial, sans ça, j'aurais peut-être pas pu répondre comme je l'avais fait. Mais de nouveau, ça, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, quelqu'un qui se présente à l'examen, c'est qu'on estime qu'il est un minimum capable de pouvoir répondre. Sinon, c'est dommage. C'est raté. D'autant plus que tu as que 2 chances. Okay. Parce que sinon, tu dois recommencer ton stage. Donc, ce serait dommage de te lancer un peu la fleur au fusil. Et pendant ces 3 ans, du coup, après ton stage, mais avant de passer ton test d'aptitude, tu es stagiaire toujours? Tu continues dans l'agence Ouais. Tu pourrais en fait étendre ton stage, tu disais donc 200 jours, mais c'est un minimum de 200 jours et tu peux aller... Exact. Tu dois enregistrer officiellement 200 jours, mais si toi-même tu te dis j'ai encore besoin d'un tout petit peu plus de temps, tu peux aller jusqu'au max 3 ans au total. Okay. Après, le maître de stage, il a un nombre de places limité de stagiaires en même temps. Et donc, à un moment donné ou un autre, il sera ravi de laisser la place pour quelqu'un d'autre et donc de dire gentiment à son stagiaire
Allez, on y va. C'est un peu ce que j'ai pour le moment, pour la petite anecdote. Donc j'ai 2 stagiaires, mais on peut en avoir que 2. Ok. Mais j'ai fait la demande pour avoir un 3e, mais ils me disent, enfin, l'IPI me répond oui, mais alors il faut que lui ait autant d'annexes, il faut que lui ait autant de jours. Et là, je mets la pression sur, s'ils regardent, je mets la pression sur mes 2 stagiaires pour que ce soit en ordre et que le 3e puisse. Ouais, arrivé. Ouais. Ok. Alors maintenant, test d'aptitude réussi, officiellement agent immobilier. Vous, de votre côté, vous avez choisi quelle voie une fois que vous avez eu votre numéro IPI validé sans la mention stagiaire? Qu'est-ce que vous avez fait après? Moi, j'ai juste continué ce que je faisais avant. C'est progresser toujours dans la même boîte, toujours aller de l'avant et comme tu l'as dit, voler pardon, de mes propres ailes. Moi, j'ai un peu plus eu le même rencard. Non, je suis d'abord resté, je pense, une année de plus, oui, quasiment une année de plus dans l'agence dans laquelle j'étais. Et puis, j'avais des projets d'ouverture d'agence. Et puis, on a voulu me décrocher dans tout à fait autre chose qu'agent immobilier, mais toujours dans de l'IMO, mais plutôt dans une vision start-up. Et puis, je suis revenu dans l'immobilier. Et puis, je me suis associé parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me correspondait le mieux. Enfin, voilà, j'ai tout un parcours très intéressant et très varié. Et tu vois, moi, j'ai toujours, entre guillemets, accompagné les mêmes personnes parce que si tu te sens bien quelque part, bah, pourquoi changer? Et puis c'est ce qui t'a permis aussi de passer donc, de ton statut d'agent immobilier et d'évoluer au C'est sein ça. de l'agence parce que Exactement. finalement la confiance est installée, les preuves sont faites et ça Exactement. t'a permis d'avancer aussi dans ton parcours professionnel à toi. Exactement. Donc, tu vois, quand tu donnes une confiance, ben, à un moment donné, ben, elle te revient et c'est ça qui est génial, quoi. Ouais. Exact. Alors, une fois installé dans ton agence, ça y est, tu as trouvé l'équipe qui te correspond. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? C'est quoi le plus dur au début auquel on ne s'attend pas forcément quand on passe vraiment agent immobilier indépendant? Alors, de nouveau, je pense que ce sera très différent de chaque personne. Moi, celui que j'ai le plus entendu, c'est l'indépendant. Le Mhm. côté être indépendant, gérer son argent, gérer sa trésorerie, comprendre la TVA, pouvoir l'appliquer, Mhm. se rendre compte de, tiens, en fait, je gagne autant, mais combien est-ce que je peux dépenser? Ouais, Qu'est-ce que c'est je dois ça. garder? Comment est-ce que je dois faire? Ah, mais attends, en fait, je suis payé, mais pas tout de suite, je suis payé à la signature de l'acte. Tous ces éléments-là, c'est là où c'est généralement le plus dur pour eux. Oui, parce qu'en fait, dans l'immobilier, on le sait, les transactions, c'est plutôt long. Mhm. C'est pas comme une vente d'un objet. Donc forcément, il y a un temps de latence Ouais. entre la vente et l'argent qui arrive finalement sur le compte. Après combien de temps est-ce qu'on peut vraiment voir des résultats où on se dit, bah voilà, là, je suis dans un cycle qui roule et entre guillemets, pas qu'il y a plus de risque parce qu'il y en aura toujours, mais là, je suis lancée. Moi, je leur dis quand même d'avoir un an de vision financière devant eux. Oui. Ah non. Ouais. Un an parce que si tu es payé à 6 ou à 8 mois en fonction des différents dossiers, c'est le temps de te lancer, de retourner un petit peu. Donc oui, De oui, il créer faut un ça. portefeuille et d'avoir un Tu vois, de roulement. nouveau, par rapport au parcours qu'on a expliqué au tout début, ben, mon exemple, ben, école et puis boum, stagiaire IP, direct indépendant. Quoi, et j'avais encore rien fait du tout et je démarrais de zéro. L'autre exemple où tu fais l'IFA PME, pareil, où tu travailles dans la société et en même temps tu fais les cours, ben, tu as souvent déjà la possibilité de travailler certaines choses durant ton apprentissage de 3 ans. Et puis quand tu passes indépendance, ben, tu as déjà un background. Donc, de nouveau, d'un profil à l'autre, ça peut parfois varier. Mais effectivement, les profils surtout qui font une reconversion, on va effectivement leur conseiller ben, d'avoir quand même quelque chose, euh, comme tu dis, pendant au moins un an parce que ben, tu n'es pas payé tout de suite, quoi. Et puis finalement, un agent immobilier, ce titre n'est jamais vraiment à 100% acquis. Il faut pouvoir se former, ça fait partie des obligations que l'IPI exige. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder son numéro Il y a un bien nombre en de sécurité? formations par heure qu'on doit suivre, qui sont de 10 heures de formation par inscription de colonne. J'entends par là qu'au niveau de l'IPI, tu peux être inscrit en tant que courtier ou tu peux être inscrit en tant que syndic, régisseur. Et donc, il te faut 10 heures en fonction de là où tu es inscrit. Donc, moi, je suis inscrit dans les 2 colonnes, donc je suis censé faire 20 heures de... Oui, 20 oui. heures. Je suis censé faire 20 heures de formation tous les ans. J'allais dire, moi je suis Ouais, juste inscrit dans la case des courtiers, donc moi je n'ai que 10 heures à faire. c'est ça. Ok. À partir de ce moment-là, tout n'est pas terminé. Il faudra bien entendu être en règle de cotisation chaque année Mhm. et bien évidemment éviter d'avoir un blâme, une plainte ou quoi que ce soit qui ferait qu'on pourrait être rayé de l'ordre si jamais on a fait des fautes graves.
Merci à tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour des étapes. Est-ce qu'on pourrait clôturer avec un petit conseil que vous donneriez à un futur agent immobilier, voire même à un stagiaire qui a entamé mais qui n'est pas encore agréé officiellement? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Être curieux. Curieux, Ouais. et moi, c'est vraiment de dire ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, clairement. Parce qu'on a parfois trop de barrières limitantes et oui, mais si j'appelle ou si je le fais encore aussi tard aussi et si, fonce. Le nom, on l'a déjà. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Merci, au revoir. Cet épisode t'a plu? Abonne-toi, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne manquer aucune actualité IMO.